Ce jeudi 5 décembre 2013, le leader sud-africain Nelson Mandela, aussi appelé Madiba, est mort. Cet événement a fait réagir le monde entier. De nombreux hommages ont eu lieu et beaucoup des émissions télévisées et des pages de journaux ont été dédiées à parler de la vie de cet homme qui est acclamé comme un héros de la paix. Ce phénomène de masse nous mène à nous demander si cette unanimité au moment d'interpréter Mandela comme une icône de la paix est adéquate. Cet exposé a donc pour but de répondre à la question suivante. Est-il cohérent d'affirmer que Nelson Mandela est un symbole de paix? Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de réfléchir un peu sur le sens des mots cohérent, symbole et paix. Le plus facile est de commencer par les mots symboles, c'est-à-dire, selon la sémiotique d'Umberto Eco, ce qui signifie quelque chose pour quelqu'un. D'après ceci, nous devrons déterminer si Nelson Mandela a réellement une signification pour les gens. Ensuite, nous invitons à comprendre les mots paix, pas seulement comme l'absence de violence physique, mais aussi comme la présence d'harmonie, de tolérance, d'égalité et de justice sociale. Autrement dit, il nous faudra examiner si Mandela représente ces concepts. Finalement, pour ce qui est du mot cohérence, on peut le définir comme un rapport logique existant entre une chose et une autre. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la cohérence du rapport affirmation-réalité, en d'autres termes, qu'il n'y ait pas de contradiction entre cette affirmation et ce qui se passe vraiment. En résumé, ce que nous nous proposons, c'est de déterminer si le fait d'affirmer que Nelson Mandela représente pour les gens l'absence de violence, l'harmonie, l'égalité, la tolérance et la justice sociale est logique par rapport à la réalité de l'Afrique du Sud et aux actions politiques de Mandela. Dans ces propos, nous allons diviser cet exposé en deux parties. Pour la première partie, concernant au fait qu'il appuie la cohérence d'affirmer que Mandela représente la paix, nous allons commencer par montrer que Mandela est en effet un symbole de réconciliation et égalité. Ensuite, nous allons expliquer comment il a utilisé le pacifisme comme un moyen de lutte pour l'égalité et la liberté. Et après, nous allons parler de ses actions en faveur de la réconciliation entre les Blancs et les Noirs. Pour ce qui est de la deuxième partie, nous allons aborder quelques faits dont certains pourraient dire qu'ils s'entachent l'histoire de Mandela comme un homme de paix. Premièrement, nous allons raconter comment Mandela a créé le groupe armé Lance de la Nation. Deuxièmement, nous allons expliquer comment il est possible que la deuxième femme de Mandela ait mené ce dernier à appuyer certaines actions vraiment cruelles. Et troisièmement, nous allons faire référence à quelques critiques faites à Mandela en ce qui concerne l'inégalité entre les Blancs et les Noirs. Toutes les informations ici mentionnées proviennent des articles publiés sur les journaux Le Figaro, Le Monde diplomatique et Le Spectateur. Commençons. D'abord, nous voulons déterminer si Mandela est en effet un symbole. En ce propos, une quantité importante d'exemples peut servir à le prouver. Puisque si un symbole est cela qui signifie quelque chose pour quelqu'un, pour affirmer que Mandela est un symbole de paix, ce qu'il nous faut démontrer, c'est qu'il représente la paix du moins pour quelques personnes. Ceci n'est pas difficile de prouver. Au contraire, nombreuses sont les personnes qui aperçoivent Mandela de cette manière. On peut présenter plusieurs exemples. Premièrement, on peut citer quelques journalistes français. Par exemple, Nathalie Nouguered du journal Le Monde déclare qu'au moment d'évoquer la vie de Mandela, le mot icône vient naturellement à l'esprit. En plus, il fait référence à lui comme un chef moral. Pour Antonin Savot, aussi du journal Le Monde, Mandela est devenu symbole de la lutte contre la ségrégation raciale à travers le monde. Pour sa part, Caroline Dumais du journal Le Figaro appelle Mandela un personnage de légende, une autorité morale universelle et une icône de la réconciliation. François Auté, aussi du Figaro, affirme que Mandela symbolisait la réconciliation raciale. Deuxièmement, il vaut la peine de se référer au mot d'Achille Bambé, professeur de sciences politiques en Afrique du Sud, qui considère que Mandela est celui qui incarna les espoirs de libération de toute une époque, de toute une partie de l'humanité et de tout un peuple. Selon le professeur, Nelson Mandela est l'ultime figure du cycle de lutte révolutionnaire du XXe siècle, dont l'abolition de l'apartheid en 1994 représentait le dernier stade. D'après lui, dans une large mesure, la figure de Mandela clôture le XXe siècle. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui aperçoivent Mandela comme un symbole, mais qui critiquent ce phénomène.
l'un des plus critiques est Jean-Philippe Remy, correspondant du Monde en Afrique du Sud. Dans une interview, Remy affirme que Mandela a été un symbole génial et commode qui a permis à l'Afrique du Sud de s'aimer comme nation et de se faire aimer du monde. Pourtant, dans un de ses articles, il déclare que l'Afrique du Sud a été obligée de se mentir pour s'aimer. Pour sa part, le Sud-Africain Pumele Leopold Grootboom, metteur en scène de la pièce de théâtre Township Stories, considère que Mandela est un symbole vendu aux Sud-Africains et que les problématiques du pays ne sont pas encore réglées. Pourtant, Grootboom est un grand admirateur de Mandela. Finalement, on a les mots de Mandela, petit-fils de Mandela, qui explique que pour devenir l'icône mondiale qu'il est aujourd'hui, il est quasiment isolé de sa propre famille. En résumé, Mandela est un symbole qui évoque chez plusieurs personnes, telles que journalistes, académiciens, artistes et même sa propre famille, des concepts qui sont différents, parfois critiques, mais qui sont toujours liés à ce qu'on peut appeler paix. Ensuite, un des arguments les plus solides pour réaffirmer Mandela comme un symbole de paix, c'est qu'il a fait de la paix même un moyen de lutte. En effet, quand Mandela a récupéré sa liberté et abandonné la lutte violente, il n'a pas laissé de côté les buts de sa lutte, mais il a continué à lutter de façon pacifique. Le même jour de sa libération, il a réaffirmé l'importance de permettre le suffrage universel dans une Afrique du Sud démocratique et il a déclaré que l'apartheid devait être aboli. Dans son discours, il a souligné « La situation qui nous avait poussé à prendre les armes existe toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. » D'après Nathalie Nguéret du journal Le Monde, la lutte pacifique de Mandela a montré comment la résistance civile a abattu de façon non violente un régime. Ceci a servi d'exemple pour d'autres luttes, telles que celle de l'activiste russe Andrei Sakharov et celle des manifestants de 2011 au Caire qui criaient « Nous sommes pacifiques » à la place de Tahir et qui ont renversé le pouvoir de leur pays. En d'autres termes, la lutte de Mandela au moyen du pacifisme qui a inspiré d'autres luttes peut être considérée comme un motif pour affirmer que Mandela est un symbole de la paix. En outre, les actions qui ont fait partie de cette lutte pacifiste de Mandela pour confirmer qu'il était un représentant de la paix parce qu'elles étaient destinées à la construction de l'harmonie entre les Blancs et les Noirs. Afin d'illustrer ceci, nous allons parler de ces actes politiques et de ces actes symboliques de réconciliation. Quant aux actes politiques, on a en premier lieu l'accord fait par Mandela avec le président sud-africain Frédéric de Klerk, son adversaire politique. Le président s'engageait à laisser Mandela en liberté sans condition et initier des négociations pacifiques si l'ANC, le parti politique de Mandela, arrêtait les actions violentes. C'est le début de la réconciliation. Les négociations ont commencé et c'est ainsi que le comité suédois décerné en 1993 le prix Nobel de la paix à Nelson Mandela et au président sud-africain Frédéric de Klerk pour l'abolition de l'apartheid en juillet 1991. Plus tard, le 10 mai 1994, lors de l'investiture de Mandela comme premier président noir et élu démocratiquement de la République d'Afrique du Sud, Mandela s'est engagé à la construction d'une nation arc-en-ciel, c'est-à-dire une nation où toutes les races vivent ensemble à la manière des couleurs d'un arc-en-ciel. Dans son discours, Mandela a dit « Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, peuvent remarcher la tête haute sans aucune crainte et au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. » Pour commencer cette nation d'harmonie et tolérance, les anciens ennemis de Mandela, Frédéric de Klerk et Mangosuthu Buthelezi, sont nommés respectivement premier vice-président et ministre de l'Intérieur. Puis, pendant sa gouvernance, selon l'analyste politique William Gumede, Mandela s'est distingué par sa capacité à prendre des décisions qui tenaient compte pas seulement des Noirs, qui étaient la majorité du pays, mais aussi des Blancs, c'est-à-dire il s'intéressait à l'ensemble de la population du pays. Parmi ses actions en faveur des Blancs, depuis sa libération en 1990, il avait annoncé l'abandon des projets de confiscation des terres des Blancs afin de contribuer à la réconciliation nationale. Quant aux actions en faveur des Noirs, qui avaient été toujours les moins favorisés, Mandela s'est proposé de lutter pour l'égalité.
Dans ce propos, en 1994, il a créé le programme de reconstruction et de développement. Parmi les mesures de ces programmes, on a donné aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans la gratuité des soins et on a distribué de l'eau et de l'électricité à des millions de foyers. Le même Mandela a destiné une partie de son salaire aux enfants démunis. En plus, en vue de la réconciliation, il a lancé des politiques de restitution et réparation. D'après Achille Bambé, professeur de sciences politiques en Afrique du Sud, restitution et réparation étaient au cœur de la possibilité même de la construction d'une conscience commune du monde. En outre des actes politiques, Mandela s'est rendu compte de l'importance d'établir la réconciliation au moyen d'actes symboliques. Par exemple, le 11 février 1990, jour de sa libération, il prend un enfant blanc dans ses bras et il le serre contre son corps. Le monde a été étonné de trouver qu'un révolutionnaire qui avait dû passer presque 30 ans de sa vie en prison était un homme de paix. Un autre bel exemple de pardon et réconciliation est celui du jour où il a porté le t-shirt de l'équipe de rugby sud-africain, considéré un sport de blanc, lors de la Coupe du Monde de 1995. Enfin, on est en mesure d'affirmer que les actions politiques de Mandela et ses actes symboliques ont servi à construire un pays de réconciliation et de tolérance et par conséquent un pays de paix. Pourtant, certains peuvent considérer qu'il y a quelques aspects de l'histoire de Nelson Mandela qui entachent son image d'homme de paix. Premièrement, on peut argumenter qu'il est incohérent que Mandela symbolise la paix parce que c'est lui qui a créé l'Alliance de la Nation, la branche armée du Congrès national africain, ANC. Cependant, si on connaît l'histoire de la création de l'Alliance de la Nation et si on est compréhensif, il est possible de justifier la création de ces groupes armés. L'Alliance de la Nation a été créée par Mandela parce qu'en mars 1960, la police avait tué plus de 67 Noirs dans une manifestation. Après cela, l'ANC a commencé à employer ce qu'on connaît comme terrorisme. Par exemple, en plaçant quelques bombes dans des cafés. En 1962, Mandela est arrêté et condamné. En 1964, il a fait la déclaration suivante. That it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks. Depuis 1985, on lui a fait plusieurs offres de libération en échange de sa renonciation à la violence. À ceci, Mandela a écrit dans ses mémoires. C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'a pas d'autre choix que de répondre par la violence. D'après Alain Grèche, du journal Le Monde diplomatique, ce sont la violence, l'appui du peuple et les sanctions internationales qui ont atteint l'abolition de l'apartheid. Grèche soutient aussi que si l'ANC ne s'était pas radicalisé, Mandela serait mort en prison. Bref, bien qu'on puisse argumenter que Mandela ne symbolise pas la paix parce qu'il a créé un groupe armé, on peut répliquer en disant que la création de l'Alliance de la Nation a été justifiée et elle a aidé à obtenir la paix qu'on a aujourd'hui. Deuxièmement, peut-être à cause de l'influence de son ex-femme, il existe d'autres faits vraiment cruels et peu justifiables qui entachent l'histoire de Mandela. Même si la violence peut arriver à être acceptable, il y a des actions vraiment inhumaines qui doivent être inadmissibles. C'est le cas de ce qu'on a appelé le collier qui a été proposé par Winnie Madikizela et approuvé par Nelson Mandela son mari. Il faut expliquer l'origine de ce fait. En 1986, un nombre élevé de guerrilleros du groupe de Mandela avaient été assassinés et ceci a mis en évidence que beaucoup de civils noirs étaient des collaborationnistes de blancs, c'est-à-dire on considérait que ces noirs trahissaient aux autres noirs. Comme réponse à cette situation, on a eu l'idée du collier. Il s'agissait de prendre un nœud aspergé d'essence, le placer autour du cou de la victime et finalement enflammer le nœud. Winnie Madikizela a fermement appuyé l'usage du collier. Le 13 avril 1986, elle a déclaré « Avec nos boîtes d'allumettes et nos colliers, nous allons libérer notre pays. » Le 19 mai de cette même année, Winnie Mandela a rendu visite à son mari. D'après les notes du Britannique Ismaël Eyop, l'avocat de Mandela qui a noté ce qui s'est passé pendant cette visite, Mandela a approuvé le discours de son épouse. Comme le dit Santiago Villachap, journaliste de Le Spectateur, il est difficile de juger l'appui de Mandela. Toutefois,
il nous semblait pertinent de signaler que le même Mandela, après sa libération, s'est rendu compte de l'extrémisme de sa femme qui, en plus, était poursuivie pour avoir fait assassiner un adolescent pendant l'apartheid. En 1916, Mandela s'est divorcé de Winnie. Bref, il est très possible que l'influence de l'extrémisme de sa femme ait mené Mandela à appuyer des actions cruelles qui pourraient entacher son image de symbole de paix. Troisièmement, il faut se souvenir que ce qui nous intéresse dans cet exposé est de déterminer la cohérence d'appeler Mandela symbole de paix. Ainsi, mais peut-être ils sont exagérés, il y a certains qui considéreraient qu'il est incohérent d'affirmer que Mandela est un symbole de paix en argumentant que ce symbole a servi à cacher la vraie situation de l'Afrique du Sud et n'a pas résolu les problèmes sociaux. Par exemple, dans l'ANC, les propres partis de Mandela, on a fait quelques critiques contre lui. On lui accuse d'avoir renoncé au principe de justice sociale promu par le parti. Pour sa part, Amukelani Noveni, le président de la Ligue de la jeunesse de la SAPO, l'organisation du peuple de la Sania, soutenait en 2012 que Mandela avait vendu la lutte des Noirs en menant des négociations secrètes avec le gouvernement de l'apartheid. Et il considérait que Mandela devait demander des excuses. D'après Jean-Philippe Rémy, correspondant du Monde en Afrique du Sud, même si ce dernier point de vue est marginal, il prend de l'importance si on tient compte de la situation de crise du pays. Rémy explique que le taux de chômage d'Afrique du Sud a dépassé 25%. Chez les jeunes noirs, ce chiffre atteint 55% et plus de 4,5 millions d'hommes et de femmes sont sans emploi et sans salaire dans le pays. Rémy souligne qu'il y a du ressentiment chez les plus pauvres parce que les pactes faits à la fin de l'apartheid ont concédé un grand contrôle économique aux Blancs. L'un des causes, c'est qu'on a donné plus d'importance à ce qui était de l'économie en laissant de côté les réformes révolutionnaires promises lors de la lutte. Pour mêler le Paul Grootboom, le Sud-Africain metteur en scène de la pièce de théâtre Township Stories, déclare que la nation arc-en-ciel est une belle idée, mais pas une réalité. Patrice Claude, journaliste du Monde, intervient aussi sur cette question. Elle écrit: au vu des fortes inégalités et des injustices qui perdurent dans la République arc-en-ciel, le plus souvent au profit de la minorité blanche, certains avancent que Mandela a trop cédé à cette dernière, lui a trop pardonné. Qu'il eût peut-être mieux valu une vraie révolution accompagnée d'une véritable redistribution des richesses, des droits et des privilèges au profit de la majorité noire. Pourtant, Claude considère que reprocher ceci est synonyme de ne pas être d'accord à avoir évité la continuation d'une guerre sanglante. En conclusion, bien que Mandela ait fait beaucoup en faveur de la tolérance, la paix et la réconciliation, il n'a pas vraisemblablement réussi à abolir les inégalités de son peuple. Ceci peut démontrer qu'il est plus cohérent d'affirmer que Mandela est un homme, un grand homme, au lieu de lui considérer un symbole. Pour conclure, on a constaté que l'un des problèmes d'être un symbole, c'est que la nature humaine finit par être niée. On oublie que cette personne qui a atteint de grandes choses est aussi un homme qui a fait des erreurs, et parfois le symbole s'éloigne de ce que la personne était vraiment. Le même Mandela a écrit dans ses mémoires: l'un des problèmes qui m'inquiétait profondément en prison concernait la fausse image que j'avais sans le vouloir projetée dans le monde. On me considérait comme un saint. Je ne suis pas un saint. Je ne l'ai jamais été, même si l'on se réfère à la définition terre à terre selon laquelle un saint est un pécheur qui essaie de s'améliorer. Il serait donc incohérent d'avoir un Mandela comme un symbole qui contredit ce que Mandela considérait de lui-même. Pourtant, il faut s'y poser finalement deux questions. Premièrement, les personnes qui ont regardé cette vidéo doivent se demander si le passé de Mandela dans lequel il a eu recours à la violence fait de son image d'homme de paix une contradiction ou au contraire, ce passé de violence réaffirme son importance comme symbole de réconciliation et par conséquent de paix. Deuxièmement, en tenant compte des actuelles négociations de paix en Colombie et de la récente destitution d'Omer Petro, qui était un révolutionnaire guerrillero, nous avons la responsabilité de nous demander: qu'est-ce que l'exemple de réconciliation de Mandela pour nous apprendre Colombiens